Pardon, j'ai fait toujours mes petites vocalises. 3, 2, 1. J'ai l'immense plaisir de recevoir Frédéric Bondou. Frédéric Bondou, il est le président de Grand Seiko Europe, une marque de montres de luxe japonaise qui existe depuis 1960, mais qui a été lancée en Europe il y a 4 ans seulement. Et Frédéric, même si je n'ai jamais travaillé avec lui, n'est pas un président comme les autres, ou autrement dit, est plutôt un président d'entreprise comme on aimerait tous en avoir, puisque, je cite un de ses anciens collaborateurs, Fred was amazing to work with. He is smart, experienced, extremely efficient and fun-loving. The best boss one could have in their first job. I learned a lot about the watch business from him, but what I value even more was I learned from him how to mentor and manage people. Donc nous recevons aujourd'hui un homme qui, si j'en crois cet ancien collaborateur qui a mis un commentaire sur LinkedIn, aime les gens, aime faire monter ses équipes en compétences et en connaît un rayon sur les montres. Donc j'ai hâte de vous présenter. Konnichiwa Federico, ogenki desu ka? Bonjour. Ah non, je pensais que vous alliez me répondre en japonais. Je parle pas un mot de japonais, moi. Pas un mot? Là, je suis français. Même pas totemo genki desu, arigato? Rien. Arigato. Nada. Arigato. Alligato. Alligato. Vous savez d'où ça vient, alligato? Non. Ça vient du portugais. Ah bon? Oui. D'accord. Et ça vient du portugais. Vous savez comment on dit merci en portugais? Comment est-ce qu'on dit merci en portugais? Si, aussi, obrigado. Voilà, obligado. Et en fait, souvent, à cette époque-là, dans les années, 17e, 18e, il y avait pas mal de navigation pour le transport de commerce, avec ce qu'on appelait des comptoirs. Il y avait des comptoirs portugais au Japon. D'accord. Et en fait, le fait de dire merci, obligado, transformé en arigato. Absolument. Génial. Et vous savez parler portugais autrement? Pas du tout. D'accord. Alors déjà, Frédéric, merci beaucoup de venir ici. Vous êtes le premier CEO que je vous vois, parce que je ne vous connais pas. Vous êtes le seul CEO de Ontis La Toile que je ne connais pas. Donc je suis ravie pour ça. Moi aussi. Et... Gardons un peu de distance quand même. De quoi, pardon? Gardons un peu de distance. Gardons un peu de distance, évidemment. Et merci de venir parce que je sais que vous êtes débordé. Enfin, en fait, je dis ça, j'en sais rien, mais j'imagine que président Grand Seiko Europe, ça veut dire égal débordé. Alors, le temps, c'est une chose intéressante. Chacun, en fait, met ce qu'il veut mettre dans le temps. On peut être débordé, comme on peut être effectivement tout à fait organisé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. C'est en fait la structure, comme vous l'avez dit, il y a moins de 4 ans. Quand on a créé Grand Seiko Europe, donc en 2020, j'ai commencé tout seul. Pendant quelques semaines, j'ai été rejoint par une autre personne. Maintenant, on a à peu près une vingtaine de personnes sur Grand Seiko Europe. 2 en Allemagne, 2 en Italie, une personne en Espagne et 14 personnes en France, qui est la base régionale pour l'Europe, et on opère dans 15 pays différents. Donc oui. Vous avez du boulot. On a du travail. C'est une question d'organisation, une question de mise en place. Mais vous savez, en fait, c'est pas vraiment du travail, parce qu'en fait, quand on aime ce qu'on fait, c'est d'abord de la passion, c'est d'abord de l'émotion, c'est d'abord de l'amour. Et ce qui est aussi important, c'est que même si moi je suis déjà une personne un peu mature, pas encore vespérale, mais mature, l'équipe est jeune. Et ce qui est intéressant, c'est que l'équipe, j'espère, c'est aussi l'objectif, apprend beaucoup tous les jours. Ce qu'on fait tous ensemble, c'est réellement créer une marque pour la prochaine génération. L'équipe, elle a 30 ans d'âge en moyenne. C'est clair que dans 10 ou 15 ans, ils verront clairement ce qu'ils ont tous créé. Mon père m'a toujours dit, si t'es mauvais, il faut absolument t'entourer de personnes excellentes, comme ça en fait, non seulement t'en tires parti, mais en plus tu montes avec eux. Je sais pas si je suis mauvais, mais en tout cas, clairement mon équipe est excellente, et c'est grâce à la confiance qu'on donne à ses collaborateurs qu'on peut monter en puissance, et aller plus vite et faire des choses qui parfois dépassent les objectifs. On va en parler plus en détail. J'ai d'abord une première question. Je vois, Frédéric, que vous n'avez pas encore écouté les épisodes d'Ontis La Toile, et j'en suis un peu déçue parce que normalement, vous savez que on peut pas comme ça parler comme vous venez de parler en introduction, parce que j'ai une première question. J'en ai écouté, hein. J'ai pas de benchmark à part un seul. La première question que je pose à tous mes invités, c'est en fait un petit jeu très rapide. C'est mon jeu préféré, qui est le jeu du tu préfères. Avec vous, c'est le jeu du vous préférez. Oui. Est-ce que vous préférez avoir la plus belle montre du monde, mais être toujours en retard, ou être toujours à l'heure, mais ne jamais pouvoir porter une montre? Ça dépend pour quel rendez-vous. Ah, parce qu'il y a des rendez-vous qui, c'est pas grave d'être en retard.
Non. Ah ouais. Pour lesquels c'est pas grave d'être en retard? La mort, par exemple. Très bien. Ouais. En général, je suis jamais en retard. Depuis toujours? Avec ou sans montre? Oui, depuis toujours. Je crois que c'est une question d'éducation. Voilà. Maintenant, c'est bien d'être apprêté. Et c'est vrai qu'une belle montre, parfois, habille un homme ou habille une femme. Donc, si j'avais à choisir, je prendrais une troisième option. C'est-à-dire être à l'heure avec une belle montre. Non, mais tout le monde dit ça. Vous pouvez pas choisir une troisième option. Alors, être à l'heure. Être à l'heure sans montre. Sans montre. Et alors justement, cet amour des montres, d'où il vient? Alors, c'est d'abord un amour, je dirais, du beau. Un amour de l'esthétisme. J'ai jamais été passionné étant jeune par l'horlogerie en particulier. Je suis tombé dedans par hasard et ça m'a très bien allé. Par contre, j'ai toujours été attiré par les belles choses, les belles factures. J'ai toujours été attiré par l'architecture étant jeune. Comme j'étais pas bon à l'école, j'ai fait une école de commerce naturellement, et puis je suis arrivé dans l'horlogerie par hasard chez Omega il y a 25 ans. Et c'est vrai que tout ce qui gravite autour d'une pièce d'exception, enfin d'un beau produit, que ce soit l'émotion liée à sa création, à sa distribution et après à la transmission, parce que c'est une belle chose, c'est une chose qu'on va donner à la prochaine génération. C'est une chose qui m'a toujours passionné. Grâce à ce métier, j'ai eu la chance d'avoir en fait beaucoup plus qu'un salaire. J'ai voyagé, j'ai connu des gens incroyables. Et passionnés. J'ai pu découvrir des territoires. J'ai pu aussi dans ma vie professionnelle faire des choses que j'aurais jamais cru être capable de faire. Genre quoi? Genre monter cette structure pour l'Europe, par exemple. Aller au fin fond du Pakistan, découvrir le Pakistan, trouver ça absolument somptueux. Enfin, c'est des moments de vie. Pourquoi le Pakistan? Quel est le lien entre le Pakistan? Parce que je m'occupais de l'Asie à l'époque. Ah, d'accord. Et je me suis retrouvé un jour au fin fond du Pakistan, à Lahore. Et j'avais un peu peur d'aller dans ce pays, je connaissais pas. Et je suis arrivé un matin, à 5 heures du matin dans ce pays, et j'ai trouvé ce pays absolument somptueux. Les gens étaient beaux, étaient racés. C'était sous l'ère de Sharif, donc ça devait être en 98 ou 99. C'était un pays dangereux pour les Occidentaux. D'ailleurs, j'en ai fait les frais. Racontez-nous. Donc moi, je m'occupais du territoire asiatique et des agents. Et on avait un agent pour Omega qui était un crook, qui était une sorte de pirate. Et clairement, c'était pas l'agent qu'il fallait. Donc j'ai simplement été le voir en disant bon, ben voilà, j'ai fait l'étude sur le marché. Vous avez menti là, donc on arrête. Mm-hmm. Et demain ou après-demain, vous recevrez un courrier stipulant effectivement de facto la fin de la collaboration. Et je téléphone à mon légal qui était en Suisse à cette époque-là, qui me dit « Mais vous êtes où, Frédéric, là ?» Je dis « Là, je suis à Karachi. » Et elle me dit « C'est une blague. » Ben non. Elle me dit « Retournez vite, tout de suite, à votre hôtel. On vous exfiltre. » Donc je suis retourné à l'hôtel. Parce que ça craignait. Ils ont très peur. Ouais. Il y a eu des parallèles, des précédents aussi. Et donc j'ai eu la chance d'être attendu à l'hôtel par un membre de l'ambassade suisse qui m'a exfiltré par la voie diplomatique, clairement, de prendre le premier avion en direction de Dubaï et après rentrer en Suisse. J'ai mis 1 an et demi avant d'avoir un nouveau visa pour aller au Pakistan. Ah oui. Et vous avez eu peur vraiment sur le coup quand on vous a fait peur surtout. Quand je me balade dans le monde, moi j'aime bien mettre mes pieds un peu partout dans les mers où je passe. Et la première fois où je vais au Pakistan, c'était 2 jours avant cette histoire. J'arrive à Karachi et je dis à l'hôtel, j'aimerais voir une voiture et aller en fait sur la plage. Et arrive une voiture avec un garçon en armes. Et le gars me dit « Are you Fred ?» Je fais « Yes ». Et il me dit « Ok, c'est votre voiture ». Je dis « Mais le monsieur avec l'arme là, il me fait, ah, ça c'est pour vous protéger ». Je dis « Mais c'est bon, tout va bien. » Tout va bien. Et le gars me dit it's mandatory, c'est obligatoire. Ok, donc je monte dans la voiture, on arrive en fait au bord de mer. Et lui, il est dans la voiture à côté de vous? Il est dans la voiture à côté de nous. Avec sa calache à côté là. Ouais. On arrive au bord de mer, je sors, je commence à courir sur la plage pour aller effectivement me baigner parce que j'aime bien me baigner. On se baigne au Pakistan? Bah, en tout les cas, gens se baignent. Moi, je me suis baigné. Enfin, je voulais me baigner. Et le gars me suivait sur la plage avec la
avec un carabine, quoi. Je veux dire. Et je lui dis, mais reste là-bas, laisse-moi tranquille. Et en fait, il m'a dit, je peux pas. Voilà. Donc oui, ce sont des pays qui sont parfois un peu dangereux. Et de toute façon, vous le sentez. Je peux vous dire, quand vous arrivez dans un pays qui n'est pas sûr à 100%, vous avez naturellement, en fait... Vous le ressentez, vous le savez. Ouais. Phénomène interne qui fait que vous êtes sur un mode Alerte. Intéressant. Et vous disiez que vous aimiez le beau, donc finalement quelque part vous apparentez la montre au bijou, à un bijou. La montre, c'est avec les chaussures peut-être le seul vrai bijou que puisse porter un homme et qui puisse aussi transmettre. Pas les chaussures, mais les montres. Et aujourd'hui, avec le smartphone, les gens regardent l'heure où? Alors aujourd'hui, clairement, on n'a pas besoin d'une montre pour savoir quelle heure il est. Ouais. L'avantage des smartphones, c'est que vous avez en fait aujourd'hui une génération qui arrive, des gens de 15, 20 ans, qui sont pas du tout habitués aux montres. Par contre, sont habitués effectivement à avoir des outils techniques qui leur indiquent l'heure, dont les smartphones et dont les montres connectées. Le fait d'avoir une montre connectée au poignet va l'habituer, cette personne, à avoir quelque chose au poignet. Et un jour, quand il aura les moyens, je dirais, financiers de se faire plaisir, il viendra naturellement à la montre. Donc, quelque part, ces smartphones ou ces smartwatches sont des éléments qui recrutent pour nous de nouveaux consommateurs dans les générations futures. C'est ça qui est génial. Nous, on allait dans la rue et on allait demander aux gens si ils avaient une montre et où est-ce qu'ils regardaient l'heure. Est-ce qu'ils regardaient l'heure sur leur téléphone ou est-ce qu'ils regardaient l'heure sur leur montre? Je n'ai pas de montre, donc je regarde plus sur mon téléphone. Sur ma montre. C'est portable. Téléphone, pas de montre. Sur mon téléphone. Ça dépend, mais le plus souvent sur mon téléphone. J'ai pas de montre. Sur mon téléphone. Excellente question. La dernière fois, ça doit être sur ma montre. Sur ma montre. C'est une GGR Le Coultre. Sur ma montre et sur mon portable. Sur mon téléphone. Sur ma montre. Le téléphone. Une montre. Sur ma montre. Sur une montre, ouais. Sur ma montre. Et sur mon téléphone. 50-50 50-50, voire même pas mal de montres, ouais. Beaucoup de sur la montre. Bon, il y en a un qui a une GGR Le Coultre, mais c'est une belle maison. C'est une belle maison. Mais c'est quand même intéressant. Est-ce que c'est quoi l'évolution de la montre? Est-ce que vous savez un peu quand est-ce qu'elle est arrivée et aujourd'hui quel est son avenir? Clairement, la montre est arrivée. Enfin, les horloges, avant d'être des montres, c'était des horloges, puis après des montres à gousset, sont arrivées de manière un peu plus démocratique au 19e siècle. Avant, c'était vraiment des outils, en tout cas des pièces d'art réservées à l'aristocratie européenne ou mondiale, mais clairement, il fallait avoir un certain moyen financier pour s'offrir de telles pièces d'art. Et on a vraiment en fait une émergence de la montre gousset, puis de la montre bracelet à la fin du 19e, début du 20e. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que Seiko a été créé. Seiko a été créé en 1881. Vous fêtez vos 110 ans cette année? On a fêté il y a... Ah, non, pardon, sur votre site c'est 110 ans, mais... 112. Vous fêtez vos 112 ans? Oui, 112, Seiko. Et Grand Seiko a été créé, qui est une émergence en fait, de Seiko en 1960. Donc on a fêté nos 60 ans en 2020, donc 63 ans cette année. Et après, il y a toujours eu, avec la montre, une évolution liée aussi, étonnamment, à l'activité commerciale, mais militaire. C'est-à-dire que les deux guerres mondiales, les premières et la seconde, ont été des générateurs assez forts de production et de recherche technique en fonction des besoins militaires, soit les artilleurs, soit les aviateurs, soit et donc il y avait souvent durant les guerres des demandes particulières, des cahiers des charges particuliers que donnaient les armées aux fabricants de montres qui ont fait évoluer la technique de manière assez exceptionnelle. Pas uniquement, mais... Et donc bon, au démarrage évidemment c'est pour lire l'heure. Aujourd'hui, c'est donc plus pour lire l'heure. Non. Donc c'est un bijou. C'est un outil aujourd'hui qui reste, je dirais un outil factuel, mais c'est surtout une pièce d'exception et c'est quasiment une œuvre d'art aujourd'hui. On va avoir deux définitions de la montre. On peut considérer certaines maisons comme des relais sociaux au poignet. C'est vrai que quand vous portez X ou Y, vous appartenez à tel cercle, je dirais, social, il est clair que quand vous avez au poignet une montre qui vaut
10 000 euros ou 500 000 euros, vous êtes, voilà. Vous catalogue. C'est ça. Et ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. Après, derrière, il y a tout un travail d'artisanat, de façon, qui fait que la montre possède des codes que aucun autre bijou pour homme ne peut avoir. Chez Grand Seiko, par exemple, 70% de la production est faite à la main. Quand j'étais la première fois moi, au Japon, avant de rentrer chez Grand Seiko, j'ai eu la chance d'aller à Tokyo, j'ai rencontré le management, on a parlé en fait de la structure et du business plan qu'on voulait avoir sur l'Europe. Et après, je suis parti parce que j'avais besoin de connaître le produit un peu plus en profondeur. On est parti au nord de l'archipel, à Morioka, là où Grand Seiko fabrique ses mouvements automatiques. Et là, je tombe sur un atelier où il y avait une quinzaine d'horlogers, plutôt assez matures, des gens de 40-45 ans. Tous japonais. Tous japonais. Enfin, j'imagine, j'ai pas demandé leur passeport, mais je pense que oui. Et on sentait en fait je dirais l'excellence, vraiment des maîtres dans leur domaine. Et je tombe sur un horloger qu'on appelle un takumi. Un takumi, c'est au Japon, c'est une chose qui est assez protocolaire. Vous avez dans chaque corporation des maîtres. Et ce maître, une fois qu'il a été awardé, enfin qu'il a été récompensé par le gouvernement pour différentes réalisations, achievement, j'allais dire, mais c'est ça. On lui donne un ruban. Quelle couleur ? Alors, ruban jaune en l'occurrence. Et ce ruban jaune lui confère le titre de takumi. Donc en fait, un maître respecté dans son domaine d'activité. Et donc je tombe sur ce takumi avec lequel en fait je fais une découverte horlogère. On démonte un calibre, on remonte ce calibre. Un calibre, c'est un mouvement. Et puis on parle de la manière dont la réalisation de la montre est effectuée. On fait encore nos anglages chez Grand Seiko à la main. Les anglages, c'est en fait le polissage, par exemple, des aiguilles ou des index. Ça, c'est une chose qui, aujourd'hui, en Europe, est réservée peut-être à 2 ou 3 maisons. Mais c'est des maisons qui font très, très peu de production. Une en Suisse, c'est sûr, et une en Allemagne. Autrement, toutes les autres maisons le font de manière industrielle. C'est lesquelles en Suisse et en Allemagne ? Alors, vous voulez les noms ? Ouais. Je pense qu'en Allemagne, c'est Langenzonne qui est basé en Saxonie, qui fait encore ça. Et en Suisse, c'est un tout petit producteur. On connaît pas. Qui s'appelle Dufour. Les amateurs connaîtront. D'accord. Et là, je suis sûr que ces 2 maisons-là font leur anglage à la main. Donc, ça reste un signe absolument incroyable c'est une signature, en fait. On est vraiment dans l'art le plus pur. Il y a un cran au-dessus de takumi ? Super takumi. C'est vrai ? Non. Non, c'est le must qu'un expert puisse avoir comme récompense. Absolument, ouais. Ok. Ouais. Mais non, il n'y a pas de super takumi. Parce que vous parliez d'un ruban jaune, est-ce qu'il y a d'autres couleurs de ruban ? Non, c'est ruban jaune. Ruban jaune. Ouais. Et il le porte comme une légion d'honneur ? Alors, il y a effectivement une petite... comment on dit en français ? Oui, rosette. Une rosette, qui est... Voilà, c'est un petit ruban, oui. Mais en général, il le porte pas parce que tout le monde sait que X ou Y est takumi. Parce qu'il y en a peu. Il y en a très peu, ouais, D'accord. très peu. Et voilà, le garçon, c'est juste un maître. Il Donc a pas besoin. un takumi, ça peut être alors je vais poser une question bête. Un takumi, ça peut être un takumi dans la boulangerie ? Absolument. D'accord, ok. Vous aviez, en fait, les premiers qui ont vraiment mis en exergue ce phénomène. En termes de communication, ça a été Nissan, où Nissan avait dévoilé il y a une quinzaine d'années un film commercial au Japon sur le takumi. Et en fait, on voyait en fait une ligne de production de voitures, et on voyait à la fin de la ligne un artisan qui allait checker tous les éléments de cette voiture avant la commercialisation. Et ce garçon était un takumi. Et c'était la première fois en fait que le Japon communiquait dessus. Commençait à communiquer en dehors du Japon sur cette tradition très insulaire, en fait, très locale. Qui correspond un peu à nos MOF en France, dans le secteur du food, quoi. C'est ça, absolument. D'accord. Donc non, un takumi aujourd'hui est une personne qui est reconnue, et en fait on n'a pas besoin en fait de porter quelque chose pour être reconnu. Et cette personne
me dit un truc absolument incroyable. Il me dit, moi, j'ai une obligation morale, ça, je suis tombé parce que j'adore ça, une obligation morale de transmettre à la prochaine génération ce que la génération précédente m'a donné, mais en plus d'y ajouter une valeur ajoutée, soit émotionnelle, soit technique. En tout cas, y mettre mon grain pour transmettre encore quelque chose de plus beau et de meilleur que ce que j'ai appris. Extraordinaire. Ah ouais. Ouais. Et c'est vrai que dans le monde occidental, aujourd'hui, ce genre de valeurs morales, c'est des choses qui sont... Qui se perdent. Oui, qui sont un peu plus rares. Et ça... Mon père était artisan et j'ai toujours vu mon père travailler avec ses mains. Il faisait quoi? Il était coiffeur. D'accord. Chez nous, enfin, dans ma famille, du côté de mon père, on est coiffeur de père en fils. En fait, c'était la 4e génération, mon père. Et vous, non? De facto, non. Et pourquoi pas? Parce que j'ai plus de cheveux, madame. Mais ça change quoi? Ah bon, je sais pas. Non, ça veut rien dire. Non, ça m'a jamais intéressé. C'est vrai? Ouais. Ouais. Et il est triste, votre père? Est-ce qu'il était triste, papa? Vous savez, en fait, on se projette toujours en fait pour nos enfants. Mais nos enfants en fait ne nous appartiennent pas. On peut leur donner effectivement des valeurs, on peut leur inculquer une éducation. Mais après ils sont libres de leur choix personnel. Moi j'étais mauvais à l'école mais pas si mauvais. Donc j'étais jusqu'au bac. Et quand on m'a dit qu'est-ce que tu veux faire, je dis je sais pas. Alors j'ai fait une école de commerce. C'était il y a presque 40 ans. Quand on me dit aujourd'hui qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, je réponds toujours je sais pas. Donc j'ai suivi en fait un chemin qui était un chemin de chance, pavé de belles choses, mais j'avais pas de vocation particulière. Alors est-ce qu'il était triste? Bon, oui, parce qu'en fait, il n'allait pas transmettre ce qu'il avait. Depuis, c'est comme si c'était un Takumi et qu'il pouvait pas transmettre au prochain. Mais il a eu un fils de cœur auquel il a transmis son affaire, et donc comme ça, tout est bien. Est-ce qu'il était fier de son fils au niveau professionnel? Oui, je pense que quand j'ai commencé à voyager, quand j'ai commencé à rentrer à la maison et de raconter mes histoires à droite, à gauche, je pense que c'est une chose qui l'a un peu fasciné. Papa était loin en fait. J'ai un exemple très concret avec mon père. Je commence à travailler. Mes premiers salaires en fait arrivent et je rentre un jour chez mes parents et mon père me dit alors tu t'es offert quelque chose de particulier avec tes premiers salaires? Et je lui réponds oui, je me suis offert ce dont j'avais depuis longtemps, un fauteuil Le Corbusier, il était pas Cassina à cette époque-là. Mon père connaissait pas du tout et il me dit comment vous connaissiez? Qui? Le Corbusier, Cassina. Je vous ai parlé en fait de l'architecture. Moi, j'étais toujours très intéressé par le dessin, l'esthétisme. Les années 30. Je suis vraiment intéressé par tout cet artisanat, ce dessin des années 1920, 1970 en Europe. Oui, mais tout seul, vous vous êtes intéressé tout seul du coup. Oui, tout seul. C'est pas à l'époque, il n'y avait pas Internet. Hein. Oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a eu des gens qui vous ont... Non. Non, je pense que c'est un chemin personnel. Okay. Et mon père me dit. Ah bon? Il était un peu étonné. Il pensait que j'allais m'offrir quelque chose de peut-être plus proche de ses goûts. Et à cette époque-là, il n'y avait pas Internet. Et il me dit, ça ressemble à quoi? Alors, je fais une sorte de carré. Il fait bon, ok. Et je dis, écoute, la prochaine fois que je reviens, je te ramène le catalogue. Et je reviens 1 mois et demi ou 2 mois après, je ramène le catalogue de chez Cassina. Je lui dis, voilà, c'est ça, papa, ce que je me suis offert. Et il regarde et il me dit, je te comprends pas. Oui. Ça vaut cher. Et à l'époque, c'était en francs. Et ça valait 12 000 francs, je crois. Et là, donc beaucoup d'argent. Enfin, une belle somme, quoi. Oui, c'était une belle somme. Et là, dans ses yeux, j'ai compris que j'étais cinglé, quoi. Pour lui. Oui. Et c'est ce qui fait toute la valeur, en fait, d'un père par rapport à son fils. C'est-à-dire qu'il a embrassé mon choix, bien qu'il l'aurait jamais fait lui-même. Et est-ce que vous lui avez offert une montre? Oui. Et il était content? Alors, j'ai d'abord offert une montre à maman pour ses 60 ans. Elle était très très heureuse, qu'elle porte toujours d'ailleurs. Et papa était un peu jaloux. Papa a jamais porté de montre. Il avait quelques montres qu'il portait que parcimonie, mais il a jamais eu de belles montres. Papa n'avait jamais été intéressé par le luxe, en tout cas les produits ostentatoires.
Et je lui ai offert une belle montre en or. De chez? Alors justement, c'était une Jaeger LeCoultre. D'accord. Et il la portait parfois, mais pas vraiment, très souvent. Et un jour, je suis revenu avec une montre de chez Calvin Klein, qui était une montre très très classique, très simple, une sorte de carré. On aurait dit un écran de télévision. Et il adorait cette montre. Il en tirait avec. C'est une jolie histoire. Et il vous a jamais dit je suis fier de vous? Je suis fier de toi. Alors, ça c'est personnel, mais papa était malade et on savait qu'il était voilà, perdu. Donc c'était aussi l'occasion en fait de pouvoir échanger de manière assez personnelle et de le remercier déjà. Et à ce moment-là, en fait, c'était des beaux moments parce que même si on savait qu'il était condamné, c'était des moments de partage et d'échange assez forts. Et à ce moment-là, on s'est dit des choses effectivement que un père, même s'il est très pudique, peut dire à son fils et inversement, son fils à son père. Très bien, revenons à Seiko, Grand Seiko. On allait demander dans la rue à des gens quelle était la différence entre Seiko et Grand Seiko. Pourrait être une grande horloge, par exemple, devant une gare. C'est une marque de montre? Non. Seiko, c'est une marque japonaise, mais c'est tout ce que je connais. Seiko, c'est une marque de montre? Je sais absolument pas. C'est quoi? Si vous voulez savoir, ma montre là, Seiko, je l'ai depuis 30 ans. Ouais, Seiko, je connais, mais grande et petit, je sais pas. Pas du tout, je sais même pas ce que c'est. Oui, c'est l'une et la marque de luxe de l'autre. Je connais pas la différence entre une grande Seiko et une Seiko. Je sais pas du tout ce que c'est. Non, du tout. Non, je connais pas. Je sais ce que c'est qu'une Seiko, mais je sais pas ce que c'est qu'une grande Seiko. La taille. Alors, je crois connaître la différence. La différence, c'est que les grandes Seiko, c'est la marque, entre guillemets, premium de Seiko, qui fait des montres automatiques. Bah, c'est plutôt bien. Nous, on est une marque très confidentielle. On est arrivé en Europe il y a moins de 4 ans. Grand Seiko est une marque qui est restée japonaise pendant 50 ans, domestique pendant 50 ans. Parce qu'en fait, Grand Seiko est une marque plutôt très haut de gamme, fait à la main par des artisans donc qualifiés. Et c'était une montre qui était réservée historiquement à l'aristocratie, à l'élite locale. Donc avec un certain prix quand même, hein. C'est des montres faites à la base qui étaient sur des boîtes en or. Pardon, pourquoi moi j'ai en tête que la Seiko, vous savez, c'est la carrée avec les petits points là. Vous voyez un peu ce que j'ai en tête, c'est quoi ça? Alors ça, c'est en fait au moment où Seiko a été battre les Suisses sur leur territoire. C'est 1960, c'est les montres quartz et en fait les montres analogiques avec un affichage. Oui, avec les chiffres. Et donc naturellement, c'est là où en fait Seiko a émergé et a été battre effectivement l'industrie suisse sur la précision et sur le rapport qualité-prix, parce qu'on était absolument imbattable. Et de facto, c'était la pièce iconique de chez Seiko. Donc tout le monde a encore en image cette pièce Seiko quartz. Et alors, Grand Seiko est arrivé, et en effet, en fait, assez logiquement, on se dit Seiko, la Grand Seiko, c'est la luxe par rapport à la Seiko, mais ça n'a rien à voir. Enfin, ça appartient, mais ça n'a rien à voir. Alors, je dis souvent qu'on a la même histoire, on n'a pas la même destinée, ça c'est sûr. Aujourd'hui, en fait, Seiko a donné ce qu'il avait de meilleur à Grand Seiko, pour différentes raisons. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 80-90, certains amateurs occidentaux allaient au Japon, sur Ginza, acheter des grands Seiko. Parce qu'en fait, on savait déjà que la qualité produite était absolument exceptionnelle, que la facture était incroyable, et que des pièces comme ça, en fait, on n'en trouvait pas en Europe, ni aux États-Unis d'ailleurs. Et puis les Japonais ont commencé à dire, éventuellement, est-ce qu'on peut commencer à, excusez-moi, exporter Grand Seiko en dehors du Japon? Compliqué, parce qu'en fait, la perception de Grand Seiko, elle était inconnue. On connaissait Seiko. Seiko, c'est une montre très très bonne facture aussi, qui vaut entre 5 et 1000, 1500 euros. Grand Seiko, on a un prix moyen à 9000 euros. Donc comment faire comprendre à l'étranger la différenciation entre les deux maisons? D'autant plus qu'à l'époque, Seiko, Grand Seiko était une sous-collection de la collection Seiko. Ah. Donc,
au vu en fait de ce qui se passait dans les années 2000, pas mal de Japonais commençaient à exporter des grands Seiko par Internet, certaines plateformes de marketplace internationales proposaient des grands Seiko. Les Japonais se sont dit, ok, on va essayer de distribuer grands Seiko en dehors du Japon. Et c'est très amusant parce qu'en fait, les Japonais, pour eux, il y a deux marchés. Il y a le marché domestique et ce qu'on appelle overseas, c'est-à-dire qu'il y a le Japon et le reste du monde. Donc ils ont donné, mais c'est absolument ça, hein. Ils ont donné donc aux filiales de distribution japonaises, Seiko, ou aux agents qui distribuaient Seiko, la marque Grand Seiko, en disant écoutez, proposez Grand Seiko à vos détaillants. Les résultats étaient ok, mais un peu, excusez-moi, mixed feeling en anglais on dirait. Parce que clairement, c'est compliqué quand vous avez un environnement de marque entre 5 et 500 euros et 2000 euros. Proposer un produit à 10 000, on n'a pas la même type de vente. C'est pas non plus c'est pas la même clientèle. C'est pas la même clientèle. C'est pas de personnel bon. Et donc, on a un président à l'époque qui avait nommé un garçon brillant, une sorte de révolutionnaire qui s'appelle Akio Neito. Akio Neito n'est pas un commercial de formation. C'est un Japonais qui a étudié à New York le droit. Il est basé à New York depuis 2013 comme directeur en fait chairman de Seiko Corporation of America. Et lui, qui est un garçon assez différent, comprend que il faille séparer les deux maisons. Et donc insiste auprès de notre actionnaire, Monsieur Hattori, pour séparer Grand Seiko de Seiko, lui donne tous les arguments et la vision, je dirais, générique du business. Les Japonais prennent beaucoup de temps avant de prendre une décision, mais cette décision est arrêtée et c'est annoncé officiellement en 2017 lors de la grande foire horlogère à Bâle qu'on appelle Baselworld que Grand Seiko devient indépendant. Et on crée, Akio, qui est toujours basé aux États-Unis, crée de facto une filiale, donc qu'on appelle Grand Seiko Corporation of America, pour commencer la distribution et le marketing de manière différenciée pour la marque Grand Seiko. C'est un succès tout de suite très fort, parce qu'on a un distributeur sur place qui s'appelle Watches of Switzerland, qui est une société à la base britannique, mais qui a beaucoup d'activités aux États-Unis, qui fait confiance en fait à Akio. Et on se trouve tout de suite dans des très beaux points de vente, à New York, à Boston, à Los Angeles. Et sur cette plateforme-là, on va commencer à créer la marque aux États-Unis, en dehors en tout cas du Japon. Akio est nommé responsable international des ventes, donc il s'occupe de tout ce qui est overseas et non pas de domestic market. Et le garçon qui s'occupe de JS aux États-Unis est un ami de longue date. Il était mon collaborateur quand j'ai commencé chez Omega, enfin quand j'ai repris Omega en France, et je vais à la première boutique rue de la Paix, il était mon directeur de boutique. C'est un Normand, il s'appelle Brice Latroadec. Il avait une formation d'hôtelier. Et en fait, j'avais eu l'idée de prendre ce garçon parce que j'estimais que dans le retail, il fallait du service et non pas en fait une formation commerciale. Il a fait une carrière exceptionnelle aussi chez Omega. Il a fini directeur, chez Omega, il a fini directeur d'Omega US. Et c'est là où Akio l'a récupéré. Et donc Brice me téléphone en me disant écoute, on cherche une personne pour s'occuper du territoire européen, ça t'intéresserait. Et donc je dis écoute, naturellement, je peux considérer. Et j'ai rencontré Akio qui est devenu entre-temps le président de Seiko Watch Corporation, donc worldwide, non pas uniquement des ventes, mais et on a créé donc GS Europe en avril 2020. On a créé l'année dernière, en décembre, une structure aussi basée à Singapour pour tout ce qui est Southeast Asia et puis Australie, New Zealand. On va créer l'année prochaine une très belle filiale aussi pour le marché chinois. Donc oui, on devient petit à petit en fait une marque qui était clairement une marque qui était même pas un outsider, parce qu'en fait on arrive que du Japon. From scratch, quoi. From scratch. Ouais. Et on vient là avoir une certaine présence de la première marque de luxe au niveau global qui soit d'origine japonaise. Alors on me dit souvent quelle différence entre les Suisses et les Japonais. Je dirais qu'il n'y a pas de grosse différence. On parle le même langage, on n'a simplement pas la même sémantique ni la même grammaire. Donc en fait, il faut aller dans l'histoire pour bien comprendre cette différence. Et c'est surtout une question de culture. Aujourd'hui,
Les Japonais vont proposer des produits qui sont d'une facture absolument excellente. C'est une question de face, c'est une question de respect, et c'est aussi une question de savoir-faire. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'on va travailler non pas sur un brand content, mais vraiment sur un product content. Il y a des écoles au Japon où des internationaux peuvent venir pour apprendre. C'est très apprendre l'horlogerie, leur savoir-faire. Alors, étonnamment, vous savez que les Japonais étaient les premiers en domotique, par exemple, parce qu'ils ne supportaient pas en fait d'avoir des étrangers sur leur territoire. En fait, ce sont des gens qui sont très sectaires. Ils sont très insulaires aussi. Ils ont très très peur de tout ce qui peut se passer. Donc ils veulent maîtriser, quoi. Ils veulent maîtriser. Et depuis une vingtaine d'années, on a de plus en plus d'étrangers qui viennent s'installer au Japon. Donc la société vieillit aussi. Le nombre de naissances par habitant est clairement très très bas. Donc ils sont obligés en fait d'importer de la main d'œuvre. Et aujourd'hui, par exemple, notre groupe, on a des Italiens basés au siège à Tokyo. Ah oui, quand même, d'accord, ok. Et on peut être Takumi sans être japonais ? Ah. Si d'un coup, moi je fais plein de réalisations. D'ailleurs, est-ce qu'il peut y avoir des femmes Takumi ? Ah oui, j'imagine, oui, tout à fait. Et si je fais plein de réalisations au Japon, parce que ça fait 15 ans que j'y suis, est-ce qu'on peut me donner le ruban jaune ? Alors c'est sympa comme question, parce qu'en fait, quand on revient sur l'idée de l'architecture, Charlotte Perriand a vécu très très longtemps au Japon. Pendant la Seconde Guerre mondiale, je crois qu'elle est partie là-bas en 41, elle est revenue en Europe en 44 ou 45. Elle a passé beaucoup de temps au Japon, elle a appris beaucoup là-bas, elle a aussi beaucoup donné. Et je crois qu'il y avait eu une demande qui avait été refusée à l'époque par le gouvernement japonais. Encore une fois, j'en suis pas sûr à 100%, il faudrait double-checker. Donc si en 1944, il y avait une ouverture, je pense qu'aujourd'hui, c'est une chose qui doit être possible. Je sais pas s'il y a des Takumi qui ne sont pas japonais. Je veux croire que oui, mais je veux croire aussi que c'est quand même très local. Et oui. Et c'est une dimension assez séculaire. Et quelque part, ça appartient aussi à la culture japonaise. Et donc attendez que je comprenne bien. Aujourd'hui, Seiko, Grand Seiko, quand vous dites n'ont rien à voir, ça veut dire que il n'y a pas de Takumi qui travaille pour Seiko, qui travaille aussi pour Grand Seiko. C'est comme aujourd'hui, Michelin, guide Michelin. Bon bah les guides Michelin financent un peu les pneus Michelin financent un peu le guide Michelin. Est-ce que vous, il y a des parallèles ? Il y a toujours des parallèles. Aujourd'hui, c'est la même société, c'est le même groupe, il est consolidé. En fait, on a différents. Vous savez, les Japonais, ce qu'on appelle ces gros consortiums. Prenez par exemple Kawasaki. Kawasaki fait des motos, il a fait des voitures, il fait des pianos, il fait des outils ménagers. En fait, ces gros consortiums ont toujours une velléité en fait de rentabilité et d'économie d'échelle. Donc, en fonction de leur direction, ils vont pouvoir acheter d'autres petites sociétés qui sont dans le même domaine d'activité, plus ou moins, pour pouvoir effectivement proposer des prix qui sont des prix très calculés, très concurrentiels et très bon rapport. On a des Takumi aujourd'hui qui travaillent sur les deux maisons, clairement, d'autant plus que aujourd'hui tout est fait à l'interne. Nous, chez Grand Seiko, tout est produit à l'interne. Donc on contrôle absolument tout. On contrôle la recherche et développement, la manufacture, l'assemblage et les contrôles. Donc on peut avoir un Takumi qui est dédié à Grand Seiko à 80%, mais qui peut travailler sur d'autres domaines d'activité, peut-être à 20% sur le groupe, dont Seiko. Il y a des passerelles naturellement, heureusement. Par contre, on a clairement aujourd'hui un réseau de distribution et un réseau une équipe de distribution commerciale qui est clairement dédiée. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous rapporte le plus de chiffre d'affaires ? À quel niveau ? Grand Seiko ou Seiko ? Ah, toujours Seiko. Oui. Toujours Seiko. Et vous vendez combien de montres Grand Seiko par jour ? En fait, c'est plus une question de. Moi, je me demande souvent. Vous savez, c'est comme ces trucs de. En ce moment, il y a. Vous savez qu'il y a 33 personnes qui ont un orgasme par seconde. Bon bah voilà. Bah là, combien de personnes s'achètent une montre par jour ? Une Grand Seiko par jour. À peu près autant que ceux qui ont des orgasmes, mais j'espère. Non, non, parce qu'en fait, on a une production d'orgasmes qui est beaucoup plus limitée chez nous.
Oui, en gros, combien vous en vendez par jour ou par mois ou... Ce sont des chiffres qui sont relativement confidentiels. D'accord. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, 50% de la production est encore aujourd'hui réalisée au Japon. Le marché le plus fort, historiquement, c'est le Japon. Pour la première fois depuis 2 ans, Overseas a fait plus de pièces en volume en vente qu'au Japon. Donc c'est quelque part une révolution. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on produit approximativement entre 5 et 7 000 pièces par mois. D'accord. Bon, bah, on vous le souhaite de les vendre, les 7 000 par mois. Oh, mais ça, ils sont vendus, c'est pas un souci. D'accord. Ce qui est important, en fait, c'est que aujourd'hui, vous savez, le vrai luxe, c'est la valeur ajoutée peut-être, mais c'est surtout en fait la ressource. La ressource qui va permettre de créer ce luxe. Aujourd'hui, dans une montre, il peut y avoir différents types de ressources. La première, c'est le matériau utilisé. Si vous utilisez de l'or, par exemple, ou une pièce en aventurine, le matériau est très très rare. Donc naturellement, ça va conférer une certaine valeur ajoutée. Mais surtout, c'est le savoir-faire. Aujourd'hui, si vous avez un Takumi ou un horloger qualifié pour travailler sur Grand Seiko, il lui faudra peut-être 25 ou peut-être 15 ou 20 ans, je dirais, d'apprentissage pour avoir cette la vraie maîtrise, quoi. C'est ça. Récemment, je lisais en fait un maître qui est pas un Takumi, mais qui est un maître cuisinier, un maître qui fait des sushis, qui disait en fait c'est 20 ans de travail et 5 secondes pour le réaliser. Donc en fait, pour que ces 5 secondes, il puisse réaliser son sushi de manière parfaite, il a fallu qu'il apprenne pendant 20 ans. Donc en fait, pour avoir un Takumi ou un horloger qui soit qualifié pour produire Grand Seiko, ça prend du temps. Donc même s'il y a une grosse demande, c'est un avantage, c'est un garde-fou. C'est-à-dire que nous, comme on n'est pas industriel, on va pas monter une usine avec des machines, en 3 ans on sait faire, on peut répondre à la demande. Ça, c'est faisable. Mais en fait, la valeur humaine est tellement rare, et la qualification est tellement rare qu'il faut peut-être 10, 15, 20 ans avant de pouvoir avoir des horlogers et des artisans qualifiés pour pouvoir réaliser des grands Seiko. Donc oui, on a une montée en puissance en termes de production, mais ça prend du temps. Et le temps, c'est aussi la rareté, mais c'est aussi la vie. Vous savez, un jour, j'ai réalisé que j'allais mourir. À quel âge vous avez réalisé ça? À peu près à 30 ans. Ah ouais, tard. Ouais, tard. Avant, je le savais. Ça, je le savais, mais je l'avais pas en fait digéré, ni compris, ni réalisé. Et un jour, avant, vous savez, c'est un jour après l'autre. Le soleil se lève, il se couche, et le lendemain, ça se lève. Puis en fait, on n'a pas cette propension au moment où vous avez compris qu'il y a une fin. Et j'ai à peu près 30 ans, et donc j'étais un peu en panique. Je vais voir papa, justement, et je lui dis, papa, t'as 65 ans, il m'est arrivé un truc, là, j'ai plein de questions à te poser. Des questions aussi, encore une fois, personnelles. On parlait peu, papa et moi, mais quand on parlait, c'était plutôt assez efficace. Et mon père m'a dit un truc assez intéressant, il me fait, tu sais, clairement, plus tu grandis, en fait, et plus tu vas apprendre des nouvelles choses. Alors, à 30 ans, t'es comme ça, à 40 ans, t'es comme ça, à 50, t'es comme ça. Et quelque part, en fait, à 50, tu n'as plus, parfois, des choses que tu avais à 30 ans, mais tu as, entre-temps, appris d'autres choses. T'as, en fait, voilà, tu as. Oui, l'esprit évolue avec l'âge, quoi. C'est ça. Les envies. Et puis chaque décade a ses nouveautés. Donc la vie est belle. Et puis c'est aussi toute la dimension de la vie, d'avoir quelque part ce temps qui passe, mais qui lui apporte et qui lui confère une certaine spiritualité. Nous, on a un mouvement chez Grand Seiko qu'on appelle le Spring Drive. C'est un mouvement qui est fantastique. On a mis 25 ans, 24 ans à le développer. Vous êtes les seuls à l'avoir? Oui, on est les seuls à l'avoir. Et en fait, l'idée de base, c'était très simple. On avait des mouvements quartz dans les années 70 et des mouvements automatiques. Et donc l'ingénieur qui a été sur ce projet voulait une sorte de pièce hybride et pour en sortir en fait le meilleur des deux. Comme on lui a donné ce projet et qu'on veut encore une fois au Japon avoir le meilleur du meilleur, il a accouché du Spring Drive en à peu près effectivement une génération, donc 25 ans. Imaginez ça en Europe.
On a besoin de rentabilité beaucoup plus rapide, hein, beaucoup plus, enfin une profitabilité qui soit beaucoup plus économiquement rapide. C'est toute une image en fait de ce qu'est aussi le temps. Le Spring Drive, il n'y a aucune espèce de friction parce qu'aujourd'hui, c'est un mouvement qui va avoir un affichage très précis, c'est plus ou moins 1,5 seconde par jour pour les Spring Drive aujourd'hui, et vous avez une aiguille qui est sur le cadran vraiment très fluide, comme si en fait elle glissait. C'est-à-dire, je comprends pas. Et ben en fait, sur une aiguille, enfin sur une montre mécanique ou une montre quartz, comme la vôtre par exemple, une Swatch. si vous avez une très belle montre, les rouges, j'aime bien les rouges, vous avez cette petite aiguille des secondes qui fait tac, tac, j'en ai tac, pas là, tac, mais tac. Mais vous voyez ce que je veux dire? Oui. Vous voyez l'image. Oui. Et donc on voit bien en fait que le temps stop et repart, stop et repart. Alors que c'est quelque part une métaphore peut-être de l'humain qui veut arrêter le temps. Et là, cette aiguille en fait, elle fuit en fait sur les cadrans. D'accord. Et je reprends toujours le terme japonais, le terme latin. Vous avez fait du latin à l'école? Oui, rosa, rosa, rosam, rosae, rosae, rosas. Et tempus fugit, ça vous parle? Non. Bon. Le temps qui fuit. Et c'est clairement en fait cette vision, le temps qui fuit. Pas mon verbe d'eau. Et il y a plein de poésie chez Grand Seiko. Nos cadrans sont pleins de poésie. Il y a beaucoup de métaphores aussi que la nature qui environne les manufactures qui sont repris dans l'ombre, la lumière. C'est ça, l'ombre, la lumière, des choses comme ça. Donc c'est une dimension qui est très différente. Encore une fois, nous on est Européens, on a été élevés avec des visions, des valeurs judéo-chrétiennes. N'oubliez pas que le monde est grand et que les Japonais ont été élevés dans d'autres circonstances. Combien de temps en Takumi, on met à faire une Grand Seiko? From scratch to in the shop? Ça dépend lesquelles, naturellement. Certaines nécessitent en fait plus d'intervention manuelle et donc humaine. C'est entre la fabrication, la manufacture, les contrôles, l'emboîtage, ça va de quelques mois à parfois presque une année. Oh là là. Mais ça vous arrive d'être en rupture et du coup d'en refaire pour certains? Oui, tout à fait. Nous, on fait par exemple en Europe, on fait nos forecasts à la main tous les mois en disant voilà, je vais vendre cette référence tant de fois dans l'année, donc j'estime que il faut préparer en fait une production pour l'Europe de X dizaines ou X centaines de cette référence. Si je me suis trompé dans mes prévisions, que mes ventes sont vous en vendez plus, sont au-dessus en fait de mes prévisions, j'ai parfois des ruptures qui peuvent durer plusieurs mois, voire 6 mois. Oui, le temps de les faire, quoi. Donc effectivement, rattraper le truc. D'accord. Vous n'êtes pas du tout égérie. Vous n'avez pas d'égérie. Vous ne souhaitez pas avoir d'égérie. Alors, l'égérie, c'est quoi en fait? C'est une star copy. Alors oui. Voilà. Comme ça, mais quelque part en fait c'est une personne qui va promouvoir votre maison parce que elle porte ce produit. On n'a pas d'égérie non pour différentes raisons. C'est qu'en fait on a la plus belle égérie qui est la nature. Nous. En plus elle est gratuite, ça tombe bien, et puis elle est belle au Japon. Alors on va effectivement s'inspirer de la nature, on va retranscrire cette nature dans nos cadrans. Mais elle n'a pas de compte Instagram, quoi. Pardon? Elle n'a pas de compte Instagram. C'est bien justement. On n'est pas mainstream, hein. Et c'est une autre dimension. Après, encore une fois, on a ce qu'on appelle en anglais des endorsers, des gens qui viennent acquérir une grande Seiko, qui la portent parce qu'ils savent. Vous savez, c'est du quiet luxury. Les gens qui sont dans un domaine, qui sont passionnés par un domaine, vont naturellement évoluer petit à petit par étapes. Et plus ils vont posséder ce domaine, plus ils vont en fait accéder dans son domaine à une niche encore supérieure, une étape supérieure. Et Grand Seiko, on est dans cette dimension. Aujourd'hui, vous avez des très très belles montres suisses. Les gens arrivent à la montre parce que les produits sont où les marques sont fortes commercialement, et c'est un relais social. Après, on va s'intéresser à la montre, au Kalim, machin. Et petit à petit, en fait, plus on devient expert, plus on a l'occasion de découvrir Grand Seiko. Parce que nous, on est vraiment dans ce domaine-là. Une certaine excellence, une expertise. On n'est pas une marque commerciale. Et du coup, c'est qui votre concurrent, en fait?
Alors non, parce que oui, ok, mais en fait. Nous, en fait, on a un segment de prix dans lequel on vient. Notre cours, je dirais, de jeu, elle est entre 5 et 12 000 euros. Oui, mais c'est pas qu'une histoire d'argent, la concurrence, là, Voilà. parce que vous êtes sur une expertise. Oui, donc, de facto, tous les gens qui vont jouer dans cette cour-là sont indirectement nos concurrents. Est-ce qu'on a un concurrent facial? Ouais, non, c'est ça, en fait. Ouais. Non, on a une histoire un peu différente. D'accord. Donc, j'ai eu 40 ans, là, en décembre dernier. Joyeux anniversaire. Merci. Et je voulais m'offrir une montre. Ouais. En fait, je fais la collection des Swatch régulièrement. Je passe chez Swatch, j'en achète une, machin. Et je me suis dit, 40 ans, est-ce que ce serait pas l'occasion de m'offrir une montre, une belle montre, même si je suis même pas sûre d'en avoir envie, mais quelque part, il y avait ce côté, ça me positionne un peu comme chef d'entreprise, je sais pas, un peu, bon. Et puis finalement, je me suis offert un flipper. Peu importe, voilà. Mais, et surtout, j'avais personne autour de moi pour me recommander une montre, une première belle montre, pour mes 40 ans. Qu'est-ce que vous m'auriez recommandé? Alors, personne ne peut vous recommander en fait quelque chose à part vous-même. Aujourd'hui, la montre, c'est vraiment le reflet de votre personnalité. C'est quelque chose. Mais si j'y connais rien, vous m'emmèneriez vers quoi? J'essaierai en fait de découvrir. J'essaierai en fait de faire une découverte de vos souhaits profonds et peut-être vous donner deux, trois chemins sur lesquels il faudra peut-être. Et est-ce que vous m'emmèneriez potentiellement vers une Grand Seiko? Si déjà j'y connais rien en montre. Moi, je connais rien de vous. Je peux pas vous dire. Mais ça change rien que j'y connaisse rien en montre? Vous pourriez quand même me dire, franchement, prends une Grand Seiko parce que, même si j'y connais rien en montre et que je m'en fous un peu du cadrage, du calibrage et du spring drive. Vous savez, moi, j'y connais rien en montre. Hein. Ça fait 25 ans que je suis dans l'horlogerie, mais je suis pas horloger. Monter et démonter un calibre, c'est un truc qui est encore très difficile pour moi. C'est pour ça que j'ai des équipes qui, eux, sont experts dans leur domaine. Moi, je porte cette montre-là. C'est une montre très très simple. Elle est très classique. Elle est très. C'est quoi? C'est une Grand Seiko, ça tombe bien. Qui s'appelle une SBG W231. Vous voyez, en fait, elle est très intemporelle. Elle aurait pu être créée en 1920 ou en 1960. Elle pourrait être créée il y a 20 ans. En fait, c'est une pièce absolument classique. C'est d'une beauté absolument exceptionnelle, avec un mouvement qui est incroyable. Et en fait, c'est tout le savoir-faire qui est réuni dans une petite tête de montre, comme on appelle, qui est le reflet de ma personnalité quelque part, parce que je me retrouve ici avec une pièce qui est simple, mais la simplicité est parfois la plus compliquée à obtenir. Il y a aussi une double lecture. Vous voyez que, comme tous les index, comme je vous l'ai expliqué, étaient facettés, vous avez toujours ce jeu entre l'ombre et la lumière. Il n'y a pas de point, vous savez, de super luminova pour voir la nuit. Ça, c'est. Non, c'est pas vous, c'est pas vous ça. Et non, c'est pas moi, parce que je vois très bien la nuit. J'appuie sur un bouton. Vous êtes Nick Talop. Comme je suis une taupe, de toute façon, je vois très bien la nuit. Et c'est une montre que je sais que je pourrais donner à mes enfants plus tard. Et oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. On arrive à un âge, et 40 ans est un âge un peu charnière, où en fait on pense plus uniquement à soi. Et si vous avez la chance d'avoir des enfants, ce que je vous souhaite, c'est le cas ou pas? Pas du tout. Ok. Mais tout va bien. Mais en tout cas, je vous le souhaite. Vous allez voir la vie de manière très différente. Oui, c'est ça. C'est que j'arrêterai avec mes Swatch et je m'achèterai une belle pièce pour pouvoir la transmettre. C'est un peu ça l'idée. Non, mais vous allez commencer effectivement à travailler intellectuellement, pas uniquement dans votre dimension personnelle, mais une dimension familiale. Tout à fait. Ouais. C'est bien aussi de travailler pour ça. Il y a un temps pour tout. Hein. Et alors... Moi, j'ai eu mon premier enfant à 40 ans. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Enfin, 39. J'ai vécu, pour moi, c'était super. Et puis, bon, non, on en a marre. Hein. Franchement, ouais, moi j'en ai marre. La vie est bien faite. J'ai fait la connaissance d'une jeune fille qui est beaucoup plus jeune que moi. Et puis, ce qui est arrivé est arrivé. On s'est mariés, on a eu des enfants, et c'est une dimension qui est beaucoup plus enrichissante parce que vous pensez plus pour vous, mais pour justement le futur. Mais c'est du souci dans la tête. Mais c'est triste d'être seul. Oui. En fait, il y a les deux. Oui. Franchement, seul, on a la paix, on est bien, on fait sa vie, mais c'est triste. Et à plusieurs, avec un mari et des enfants, c'est du souci, c'est des emmerdes, on pourra jamais avoir tout, hein. Mais c'est clair, mais après c'est un choix personnel. Et voilà.
moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont mariés, qui ont des enfants, et beaucoup d'amis qui sont célibataires. Arrive un âge où, en fait, on vit dans un monde de consommation qui est assez égoïste, qui est assez fait égocentré. Mais en fait, naturellement, les valeurs reviennent au galop. Et puis, la famille est quelque chose qui aujourd'hui d'autant plus important que le monde est dur. Justement, qu'est-ce qu'on va faire des enfants dans ce monde-là ? Ça a toujours été le cas. Oui, mais c'est pas de pire en pire, franchement. Oui, je pense que si je posais la question à mes grands-parents il y a 80 ans, ils disaient c'est de pire en pire. Oui. Voilà, il faut. Lisez un bouquin qui s'appelle Le prophète de Khalil Gibran. Je pense que vous l'avez déjà lu peut-être. Il va vous parler de différentes choses. Il va vous parler, en fait, c'est un prophète qui arrive dans un village. Khalil Gibran était libanais, il est né à la fin du 19e, il a écrit ce bouquin dans les années 1920. Et c'est un prophète qui arrive dans un village et les villageois lui disent « Parlez-nous de l'amour, parlez-nous de la mort, parlez-nous des enfants, parlez-nous de la vie ». Et à un moment, il parle de la famille. Lisez le passage sur la famille. Alors, avant de se dire au revoir, Frédéric, j'aimerais qu'on fasse un dernier petit blind test qu'on appelle le blind test aiguille. Alors non, on va pas vous demander on va pas vous demander de mettre des talons aiguilles dans le studio, mais on va vous faire écouter le son d'aiguilles de Grand Seiko et aussi le son d'aiguilles qui ne sont pas Grand Seiko. Et vous allez devoir deviner lesquelles sont Grand Seiko. Alors, avant de répondre, je tiens à préciser que soit je suis excellent, je vais pouvoir répondre, et si effectivement je réponds mal, parfois j'ai des questions d'oreille aussi qui marchent pas. Non, mais attendez. Allons-y. C'est dur cet exercice. Pour l'instant, c'est plutôt facile. C'est Grand Seiko ou pas Grand Seiko la première ? C'est pas Grand Seiko, non. Donc la première, c'est pas Grand Seiko ? Non, c'est une casserole. C'est tout à fait, c'est une casserole. C'est une horloge. C'est une horloge. Ça, c'est un jeu de dés sur une... C'est un jeu de dés. La même chose. Mmh. Ça, c'est un réveil matin. C'est un réveil matin de chez ma grand-mère. C'est Oméga. C'est Oméga. Ok. C'est possible que ce soit un Oméga, mais c'était chez ma grand-mère. C'est une vieille dame. Très vieille dame. Je répondrai plus tard sur celle-ci. Très bien. Ça, c'est un mouvement... j'ai une question. C'est la GS dont on parle, c'est un mouvement spring drive ou c'est un mouvement mécanique ? Le mouvement que t'as pris, Mathieu. Vous êtes censé reconnaître. Potentiellement, ça peut être une Grand Seiko. Très bien. Et enfin, c'est tout. Donc, est-ce que celui d'avant est une Grand Seiko ? Je peux le réécouter ? La 9e. On dirait un fouet. Non, c'est pas une Grand Seiko. Tout à fait. La Grand Seiko, c'est bien la 10e. Bravo, Frédéric. Merci, madame. Et on va terminer par mon jeu préféré, le jeu du tu préfères. C'est bon. Donc c'est vous préférez en l'occurrence. En l'occurrence, alors c'est le vous préférez, merci beaucoup. Vous préférez que cet épisode qui soit vous préférez que cet épisode qui est sympa sorte mais ne soit écouté par personne, ou que cet épisode qui est sympa ne sorte jamais? Alors, comme je suis un garçon élégant, je vous laisserai effectivement la liberté de votre décision. Mais prenez la décision, c'est à vous que j'appose. Bah, si ça reste entre nous, c'est quand même relativement égoïste, encore une fois. Mais c'est plutôt sympa, comme vous le disiez. C'est un truc qui nous appartient à vous et à moi, et puis personne ne le saura.
Mais vu que on est quand même nous sommes des personnes qui sont plutôt assez ouvertes et je dirais qu'il faudrait peut-être le release, comment on dit? Le sortir. Le sortir, et même si personne ne l'écoute, au moins on aura peut-être l'espoir qu'on aura passé une heure ensemble, pas uniquement pour nous deux. Merci Frédéric. Merci beaucoup.